Les rois maudits. Tant d'images qui doivent vous venir en tête à la simple évocation de ce titre. Et pour cause. Il est indiscutablement lié à l'œuvre du même nom, écrite par Maurice Druon, et qui a donné lieu à un véritable mythe autour d'une histoire véritable, celle des derniers Capétiens. Philippe le Bel, ses enfants, ses beaux-enfants, mais également les conseillers, les proches de la famille, tous ces personnages ont invité à construire une véritable légende qui a donné lieu à moult adaptations théâtrales, littéraires et cinématographiques, un petit peu de la même manière que la famille Borgia. Et il est vrai que c'est tout à fait fascinant. Comment une dynastie aussi ancienne que celle des Capétiens a-t-elle pu s'éteindre aussi brutalement? Comment un roi avec 3 fils à succéder ont-ils pu mourir aussi vite? D'accord, les rois maudits, c'est bien une invention littéraire, mais ces rois ne seraient-ils quand même pas un petit peu maudits? Nous allons donc décrypter ensemble ce qu'il y a véritablement derrière ce mythe et comprendre qui sont les derniers Capétiens. Et pour ce faire, il va évidemment falloir d'abord savoir qui sont nos protagonistes. Pour bien comprendre les rois maudits, il faut d'abord comprendre qui sont les rois maudits. Cela va de soi. Alors faisons ensemble une petite généalogie. Tout d'abord, nous avons Philippe IV le Bel. Nous allons nous intéresser à lui un petit peu plus tard. Son frère Charles de Valois aura également son importance par la suite, donc nous allons le mentionner. Viennent ensuite les enfants de Philippe le Bel et leurs épouses. Louis X et Marguerite de Bourgogne, Philippe V et Jeanne de Bourgogne, Charles IV et Blanche de Bourgogne. Bien qu'issues toutes trois du puissant duché de Bourgogne, seules Jeanne et Blanche sont sœurs et filles de Mao d'Artois, ou Mathilde d'Artois. Oui, la grande méchante des romans de Maurice Druon. Et enfin la seule fille de Philippe le Bel, Isabelle de France, mariée à Édouard III d'Angleterre. Dans cette histoire, nous avons beaucoup de personnages et pourtant très peu de sources. Et ce pour une raison bien simple, les 3 fils de Philippe le Bel cumulent à eux 3 14 ans de règne. En comparaison, leur père a régné 29 ans et leur arrière-grand-père, Saint-Louis, a régné quant à lui 44 ans. Mais de leur règne, nous allons en parler un petit peu plus tard. Nous connaissons donc très peu de choses sur tous ces personnages. Et nous avons très peu de sources, que ce soit sur leur personnalité ou leur physique. Ces choses que nous connaissons viennent des écrits qui parlent de leur réforme politique, ou bien des chroniques qui sont tout à fait subjectives et donc à prendre avec prudence. C'est pour cette raison qu'aujourd'hui encore, les historiens s'interrogent sur la personnalité et les objectifs de Philippe le Bel, qui reste encore aujourd'hui un roi assez mystérieux. Pour commencer, nous allons donc aborder la vie de Philippe le Bel et comprendre son règne qui aurait été à la source de cette fameuse malédiction. Ce n'est ni un homme, ni une bête, c'est une statue. C'est ainsi qu'est décrit Philippe le Bel par l'un de ses nombreux ennemis. Philippe IV est un roi autoritaire, à la personnalité forte et avec une volonté franche et imposée de montrer et de prouver que le pouvoir royal est au-dessus de tout. Cette volonté s'est notamment manifestée par son point culminant, l'affaire des Templiers. Mais cette affaire n'est que la cerise sur le gâteau, le résultat d'une longue lutte avec le pouvoir papal. Très tôt, Philippe le Bel s'est opposé au pape Boniface VIII. Une opposition tout à fait inédite, puisque pour la première fois, le roi de France n'hésite pas à tenir tête au pape. Dès sa montée sur le trône, son objectif a toujours été de limiter le pouvoir de l'Église et sa liberté sur laquelle il n'a aucune influence. Et ce qui le dérange par-dessus tout, c'est la dîme, un impôt de l'Église dont le roi ne bénéficie évidemment pas. Et comme les finances publiques sont en état de banqueroute, la question de l'argent sera au cœur des politiques de Philippe le Bel. Dès l'élection de Boniface VIII en 1294, le roi décide donc de mettre en place la décime, un impôt de 10% sur les biens de l'Église. Sans grande surprise, le pape s'y oppose fermement. En 1303, ce dernier va même rédiger une bulle d'excommunication contre le roi et s'apprête à la publier. En guise de riposte, Philippe le Bel envoie son conseiller à Rome, Guillaume de Nogaret, qui décide de recruter une troupe de 2000 hommes et saisit le palais pontifical. Mais Boniface VIII ne lâche pas l'affaire. Finalement chassé, Nogaret et ses hommes s'enfuient et le pape rentre à Rome. Mais il meurt un mois plus tard. Cela va évidemment être mis sur le compte de Philippe le Bel
et de Guillaume de Nogaret. Mais malgré tout cela, les finances royales ne vont pas en s'arrangeant. Philippe le Bel va donc entreprendre plusieurs réformes fiscales et financières. Augmentation des impôts, spoliation des biens, expulsion des juifs et dévaluation fiscale. Cette dernière sera d'ailleurs très mal perçue par ses contemporains. Il est effectivement très mal vu à l'époque médiévale de réaliser des manipulations monétaires. Avec la mort du pape, la situation fiscale du pays, on pourrait dire que Philippe le Bel a déjà bravé de nombreux interdits. Mais tout cela va atteindre son paroxysme avec la célèbre affaire des Templiers qui va donner naissance à la malédiction. Instituée en 1118 par des croisés français dans le but de protéger les pèlerins sur le chemin vers Jérusalem, les Templiers constituent un ordre militaire et religieux inédit qui a bénéficié de nombreux privilèges pontificaux, mais aussi de donations de leurs membres et de fidèles pour soutenir leur mission en Orient, donnant naissance à la légende du trésor des Templiers, et qui n'existe pas véritablement, mais il s'agit d'un autre sujet dont j'ai déjà parlé ici. Les Templiers savent surtout gérer les transactions bancaires de la France à Jérusalem, au point qu'ils ont fini par avoir en charge le trésor royal. Bien que Philippe le Bel ait conscience de leur protection papale, il a également conscience de leurs grandes compétences financières et doit donc, malgré tout, s'allier à eux pour leur confier le trésor royal. Enfin ça, c'est jusqu'à ce que les Templiers tombent en disgrâce et enchaînent les échecs en Terre Sainte. Philippe le Bel y voit donc une occasion en or d'ôter leurs privilèges et leurs biens. Il mène une enquête dans le plus grand des secrets avec l'inquisiteur Guillaume de Paris. En 1313, les chevaliers de l'ordre du Temple sont arrêtés et torturés, avouant des faits d'hérésie. Mais que fait le pape, me direz-vous ? Eh bien, il s'agit de Clément V, un pape français qui ne va franchement pas aller contre les dernières décisions de Philippe le Bel, qui peut donc librement condamner à mort les chevaliers de l'ordre du Temple, supprimant l'ordre tout court. Pourtant, c'était bien à Clément V de juger les Templiers, puisqu'il s'agissait de faits d'hérésie. Une preuve de plus que la souveraineté royale a largement pris le pas sur la souveraineté religieuse. Avec la condamnation à mort de l'ordre du Temple, Philippe le Bel peut faire valoir les propriétés templières et bien que le pape lui demande de donner la plupart de leurs biens à d'autres ordres religieux, Philippe le Bel parvient à enfin mettre sa décime en place. Cette affaire se terminera en 1314 avec la mort du dernier maître templier, Jacques de Molay, donnant ainsi naissance à la malédiction par cette célèbre phrase prononcée sur son bûcher « Pape Clément, chevalier Guillaume de Nogaret, Roi Philippe, avant 1 an, je vous cite à comparaître au tribunal de Dieu. Maudits, vous serez tous maudits, jusqu'à la 13e génération. Vorace !» Et après la mort de Guillaume de Nogaret, c'est au tour de celle du pape et de Philippe le Bel. Et ce en moins d'1 année. S'ensuit ensuite celle de ses fils, mettant fin à la dynastie capétienne. Guillaume de Nogaret, Clément V et Philippe le Bel auraient donc été punis pour leurs fautes. Enfin, Guillaume de Nogaret semble avoir été puni 1 an avant la malédiction puisqu'il est mort en 1313. Bon, mettons de côté cette fameuse malédiction en elle-même. Est-ce que Jacques de Molay aurait prononcé cette fameuse phrase ? Eh bien, vous vous en doutez, absolument pas. Mais elle a malgré tout une longue histoire. Il ne faut pas croire que cette idée de malédiction est récente. Dès l'époque médiévale, les multiples actions de Philippe le Bel sur la monnaie, contre le pape et contre les Templiers ont bien sûr eu tendance à donner une justification à la fin de sa lignée. En 1330, on raconte qu'un autre Templier aurait, en 1312, dit cela au pape lors de sa condamnation. Dans 1 an et 1 jour, avec Philippe responsable aussi de cela, tu comparaîtras pour répondre à mes objections et donner ta défense. Donc l'idée d'une punition divine commandée par les Templiers était déjà présente. Il faut ensuite attendre le XVIe siècle et l'ouvrage Histoire de France de Bernard de Girard pour qu'une malédiction explicitement dirigée contre Philippe le Bel et Clément V par Jacques de Molay soit installée, en écho aux martyrs protestants de cette époque. Vous l'aurez compris, le socle qui a donné naissance à la légende des rois maudits date finalement de plusieurs siècles. Mais il n'empêche que la lignée qui aurait dû survivre s'est éteinte en à peine 14 ans. Que s'est-il donc passé ? Pour le comprendre, nous allons retourner en arrière, en 1314, l'année de l'affaire des Templiers certes, mais aussi celle d'un scandale des plus importants de l'histoire de France.
l'affaire de la tour de Nesle. En 1313, le roi Philippe le Bel est à son apogée. Ses fils ont déjà prouvé leur valeur au combat et sont tous mariés à de riches héritières du duché de Bourgogne. Cette année-là, Philippe et Charles sont adoubés en présence d'Édouard III d'Angleterre et de leur frère aîné, déjà roi de Navarre. Les banquets sont offerts à tous les Parisiens qui font la fête. Dans le même temps, le palais de la Cité est inauguré, démontrant la puissance de Philippe le Bel qui a maintenant son propre palais au cœur de la Cité de Paris. Mais alors que tout semble aller pour le mieux pour la famille capétienne, un scandale est en train de se construire en coulisses. Tout commence en juillet 1313. Isabelle se rend alors à Paris avec son jeune fils, le futur Édouard IV d'Angleterre. Un spectacle de marionnettes leur est alors offert par Charles et Philippe. En guise de cadeau, Isabelle offre à ses frères et à ses belles-sœurs des aumônières en soie brodée. En décembre, elle célèbre son retour à Londres lors d'un grand banquet auquel sont invités 2 chevaliers normands, Philippe et Gauthier d'Aunay, et à leur ceinture, les fameuses aumônières. Isabelle a un mauvais pressentiment. Un tel présent de la part d'une femme ne signifie à cette époque qu'une marque claire d'affection. Est-ce que ces 2 jeunes hommes entretiennent une relation illicite avec ses belles-sœurs ? Son père est alors alerté l'année suivante. Pour prouver ses soupçons, il mène une enquête. Ses brus et les 2 chevaliers sont alors espionnés par ces hommes. Très rapidement, on découvre le poteau rose. Les 3 femmes sortent de la tour de Nesle en compagnie des 2 frères. L'adultère est confirmé. Les 2 frères sont arrêtés et torturés et ils avouent tout. Marguerite et Blanche sont impliquées dans les liaisons, tandis que Jeanne semble n'avoir été que complice de ces retrouvailles. La nouvelle est absolument catastrophique pour Philippe le Bel. Premièrement, il s'agit d'un scandale absolument épouvantable, d'une faute grave, puisque c'est un adultère concernant le roi et ses 3 fils. Mais il s'agit également d'une remise en question de la lignée royale, puisque la petite Jeanne, issue du mariage de Marguerite et de Louis, pourrait être issue de la relation adultère de sa mère. La punition se doit donc d'être exemplaire et aussi grave que la faute. Philippe le Bel ne va absolument pas étouffer le scandale. Au contraire, il souhaite montrer à tous qu'il reste roi et maître de la légitimité de sa lignée. Une audience publique est donc organisée à Maubuisson. Les 3 jeunes femmes racontent tout. Marguerite et Blanche avouent, et Jeanne, elle, nie toujours une quelconque liaison. Cette dernière, soutenue par son mari Philippe, est envoyée à Dourdan en attendant de confirmer son innocence. Ce ne sera pas le cas pour Marguerite et Blanche, tondues, puis enfermées toutes 2 à Château-Gaillard, une forteresse sinistre. Les 2 amants, eux, connaîtront un sort plutôt atroce. Attention, âmes sensibles, s'abstenir. On leur coupa les parties viriles et génitales, et leur tranchant la tête, on les traîna au gibet public, où dépouillés de toute leur peau, ils furent pendus par les épaules et les jointures des bras. Ensuite, un grand nombre soupçonnés de complicité ou connaissance du dudit crime furent la plupart mis à la torture et quelques-uns furent noyés. Un grand nombre furent mis à mort secrètement. Cette punition montre la sévérité du roi face à ce scandale, puisque ce ne sont pas seulement les protagonistes principaux qui sont concernés, mais également toutes les personnes impliquées, de près ou de loin, par cette affaire. Cet événement de grande ampleur a évidemment fait l'objet de nombreuses études historiques. Les historiens s'accordent pour la plupart sur le fait que l'affaire a bel et bien eu lieu, malgré le fait que nous ayons quelques doutes sur la chronologie exacte des faits, puisque ces derniers sont rapportés par des témoignages, des récits et des chroniques. Il y a également des doutes quant au lieu de l'adultère, bien que ce soit la tour de Nesle qui soit désignée dans l'affaire. Mais pour d'autres, l'affaire ne serait peut-être pas si évidente que cela. Certains s'interrogent sur le fait que les frères d'Aunay aient résisté très longtemps à leur torture, prouvant peut-être leur innocence. D'autres pensent encore que les princesses et les frères auraient été piégés par Enguerrand de Marigny, le principal ministre de Philippe le Bel, dont on parlera un petit peu après. Mais certains pointent Isabelle du doigt. En effet, elle a été plutôt critiquée pour avoir révélé ce scandale, mais sa réputation est restée assez intacte après cette affaire. Et il est vrai que cela aurait pu représenter une motivation politique pour elle. En écartant ses belles-sœurs et les héritiers de ses frères, elle aurait pu remettre son fils sur le devant de la scène et peut-être récupérer les 2 couronnes.
Mais beaucoup d'historiens réfutent cette théorie puisque ses frères auraient pu se remarier pour avoir d'autres héritiers, c'est d'ailleurs ce qui s'est passé, et Isabelle a attendu la mort de ses frères pour réclamer pour son fils la couronne française. Et justement, nous allons parler de la mort des 3 fils de Philippe le Bel. Car bien qu'une malédiction serait un concept un petit peu fantasque pour expliquer la fin des Capétiens, il n'empêche qu'elle a bel et bien eu lieu et que c'est l'affaire de la tour de Nesle qui en a précipité la chute. En 1314, la situation est critique. Les 3 brus du roi sont enfermés, les 3 époux se retrouvent sans héritier légitime et Philippe le Bel décède en novembre 1314. C'est le début de la fin des Capétiens. Parlons donc enfin des 3 fils de Philippe le Bel. Louis X le Hutin, Philippe V dit le Long et Charles IV dit le Bel. Des règnes courts, certes, mais surtout très peu marquants. Pourtant, avec 3 héritiers au trône, Philippe le Bel s'est très tôt impliqué dans la vie de ses fils. Il les a invités lors de campagnes militaires ou bien à participer aux conseils royaux. Mais cela va de pair avec le fait que ces 3 enfants vont grandir dans l'ombre d'un père autoritaire et avec de très hautes exigences. Louis, par exemple, se prépare très vite à ses futures fonctions. Nommé d'après son arrière-grand-père, Saint Louis, que Philippe le Bel admirait tant, on peut penser qu'il espérait beaucoup de son fils aîné. Pourtant, lorsque ce dernier prend la tête du royaume de Navarre en 1305 à la mort de sa mère, son père ne l'y autorise à y aller que pour se faire couronner en 1307, montrant l'emprise qu'il exerce sur son fils. Et donc, lorsqu'il arrive sur le trône de France, il ne semble pas prêt. Il n'est d'ailleurs sacré qu'en août 1315, alors que son père meurt en novembre 1314. Et surtout, il est sacré sans sa femme, Marguerite. Louis a toujours refusé qu'elle revienne auprès de lui, et elle est donc restée enfermée au château Gaillard, avant d'y mourir en avril 1315. Officiellement, c'est en raison de ses conditions de détention. Officieusement, certains spéculent qu'elle aurait été étranglée sur ordre de son mari pour faciliter le mariage de celui-ci avec Clémence de Hongrie. C'est donc avec elle qu'il se fait sacrer quelques jours après leur union. Mais malgré ce sacre qui officialise son arrivée sur le trône, il officialise également la victoire pleine et entière du frère de Philippe le Bel, Charles de Valois. Oui, vous l'aviez peut-être oublié, mais lui n'a absolument pas oublié le fait qu'il a peut-être ses chances de monter sur le trône à la mort de son frère, et ce, malgré ses 3 neveux. Il devient donc le conseiller officiel de Louis et en profite pour régler ses comptes. Il va mettre à mort plusieurs anciens conseillers de son frère, et notamment le fameux Enguerrand de Marigny, qu'il va condamner pour sorcellerie. Et Louis, quant à lui, va avoir un règne plutôt tumultueux. Il n'est pas nommé le Hutin pour sa très grande combativité, mais bien parce que son règne a été assez complexe. Avec l'arrivée au pouvoir de son père et le fait que ce dernier ait souhaité affirmer le pouvoir royal, cela ne va évidemment pas plaire à la noblesse, qui voit leurs privilèges seigneuriaux et financiers diminuer avec les années. Et notamment puisque leurs impôts font maintenant concurrence avec les impôts royaux. Pour mater les révoltes qui sévissent dans le nord du royaume, Louis X calme rapidement les choses. Il sait qu'il a besoin de la noblesse alors qu'il est en guerre contre la Flandre. Il ne peut pas se permettre d'accumuler les problèmes. Il fait certaines concessions et répond par plusieurs ordonnances à leurs demandes. Après ce premier échec politique, Louis doit également essuyer l'échec de sa campagne en Flandre en août 1315. En raison des pluies diluviennes qui ont surpris ses troupes à cette période de l'année, ces dernières ont dû se retirer sans même livrer bataille. Louis X, qui aurait dû donc marquer son règne 1 an après son sacre par une victoire militaire, revient bredouille. Et en juin 1316, il meurt peu après un jeu de paume. Et là arrive un nouveau protagoniste dans notre histoire, Mao d'Artois. Oui, elle aussi, vous l'avez sûrement probablement oubliée. Mais en raison de la mort mystérieuse de Louis X, c'est elle qui est alors soupçonnée de l'avoir empoisonné. Et oui, puisque ce dernier a écarté officiellement sa fille aînée, morte à Château-Gaillard. Quant à l'autre, elle est toujours assignée à résidence. Elle aurait donc eu ses intérêts de tuer Louis X. Mais elle a été disculpée, et aujourd'hui encore, nous ne savons pas les causes réelles de la mort de Louis X. Mais il s'avère qu'à sa mort, sa femme est enceinte. Il faut donc une régence. Et cela, Charles de Valois compte bien la saisir. Sauf qu'arrive sur l'échiquier politique Philippe, son neveu.
Ce dernier était alors à Lyon à la mort de son frère pour faire élire un pape. Mais ayant eu vent des prétentions de son oncle de prendre sa place en tant que régent, il enferme les cardinaux pour les laisser élire le pape en son absence, et Philippe prend la route de Paris pour s'imposer face à Charles de Valois. Après le règne court et hésitant de Louis X, autant dire que Philippe laisse plutôt présager un caractère aussi fort que celui de son père. Il devient donc régent de juillet à novembre 1316 pendant la grossesse de Clémence de Hongrie. Cette dernière donne naissance à un petit garçon, Jean Ier, qui meurt au bout de 5 jours. Il reste tout de même sa demi-sœur Jeanne, qui pourrait devenir reine. Et la loi salique, me direz-vous? Eh bien justement, elle n'existait pas encore jusqu'à ce que Philippe la mette en place pour écarter sa demi-sœur du trône, et qui était déjà considérée comme très peu légitime avec l'affaire de sa mère. Philippe devient donc Philippe V. Alors forcément, avec un héritier qui meurt subitement et de façon assez opportune, les rumeurs vont bon train. On parle tantôt d'un échange, tantôt d'un empoisonnement. Et oui, peut-être que Mao d'Artois aurait empoisonné le petit Jean. Cela serait effectivement logique, puisque si son gendre arrive au pouvoir, sa fille pourrait retomber dans ses bonnes grâces et devenir reine. C'est d'ailleurs ce qui va arriver, puisque dès que Philippe arrive sur le trône, il libère sa femme Jeanne, toujours assignée à résidence, et elle devient reine auprès de lui. Et oui, la théorie est assez séduisante, mais il est également extrêmement probable que Jean soit mort de cause naturelle, puisque la mortalité infantile était très courante à cette époque, qui plus est lorsqu'elle provient d'un accouchement difficile, ce qui était le cas pour Jean. Mao d'Artois a été longtemps considérée comme la grande méchante de l'histoire, celle qui a fomenté complot et empoisonnement pour parvenir à ses fins. Vous avez l'habitude sur cette chaîne que je démonte un petit peu les légendes noires qu'ont pu subir les femmes à travers les siècles, et Mathilde d'Artois n'y échappe pas. Certes, il s'agissait d'une femme de très grand caractère qui a réussi à s'imposer politiquement en mariant ses 2 filles aux 2 héritiers du roi de France, mais ça s'arrête là. Nous n'avons aucune preuve de possibles tentatives d'empoisonnement, et bien d'autres raisons auraient pu expliquer toutes ces mésaventures capétiennes. Bref, revenons à Philippe V, qui contrairement à son frère, a tenté de mener un règne marquant. Il fixe le gouvernement royal, fait des économies en réduisant les coûts de la cour, et mène un programme politique ambitieux. Son règne sera malgré tout lui aussi marqué par des crises, notamment le début du petit âge glaciaire qui impacte la culture des céréales. Les Juifs précédemment chassés du pays sont vus comme les boucs émissaires par les pastoureaux. Ces derniers mènent une véritable croisade de massacres et ils seront arrêtés pour ces faits. Mais vous connaissez la fin de cette histoire. Philippe décède en 1322 d'une probable dysenterie qu'il aurait contractée quelques mois auparavant. De son mariage avec Jeanne, seules ses 4 filles lui survivront. Il se fait donc piéger par la propre loi salique qu'il avait mise en place. Son frère, Charles IV, lui succède donc. Autant dire qu'en étant 3e de la fratrie, Charles ne s'attendait absolument pas à accéder au trône. Il n'était donc pas prêt du tout. Qui va donc revenir auprès de lui comme conseiller? Charles de Valois, vous l'avez deviné. Mais contrairement à son frère aîné, Charles va-t-il faire revenir sa femme, Blanche, auprès de lui? Il n'en est rien. Elle va rester enfermée à Château-Gaillard, il parvient à faire annuler son mariage auprès du pape, et il se marie en 1322 à Marie de Luxembourg. Charles sera occupé tout son règne par le conflit en Flandre ainsi que la crise financière laissée à la mort de son père. Il tente plusieurs voyages ostentatoires pour affirmer sa présence, mais c'est à son retour de l'un d'eux que son épouse décède lors d'un accident. Elle perd donc son fils et avec cet incident s'envole l'espoir de voir survivre la lignée capétienne. Charles tente de se remarier rapidement à Jeanne d'Évreux, qui lui donne 2 filles, et tombe enceinte une 3e fois. Mais l'histoire se répète, Charles décède en 1328. Jeanne donnera naissance 2 mois plus tard à une fille. L'ensemble des fils de Philippe le Bel sont donc décédés et la loi salique écarte toutes leurs héritières. Qui donc pourrait donc prétendre au trône? Il y a tout d'abord Édouard IV, fils d'Isabelle de France, le plus proche dans la lignée. Mais il y a aussi Philippe de Valois, le fils de Charles de Valois et cousin germain de la famille. Oui, Charles de Valois reste toujours dans les parages, même après sa mort. Et pour accéder au trône, c'est encore la loi salique qui est invoquée. Certes, les filles ne peuvent accéder au trône, mais maintenant, leurs enfants ne peuvent pas non plus y accéder. Ainsi, Édouard IV n'est plus prétendant et Philippe devient Philippe VI,
roi de France, premier de la dynastie des Valois. Édouard IV, bafoué, continue malgré tout de revendiquer ses prétentions à la couronne. C'est le début de la guerre de 100 ans. Oui, la fameuse guerre de 100 ans est en fait le résultat complexe d'une histoire d'adultère. Ne trouvez-vous pas ça totalement fou? Alors est-ce que les derniers rois capétiens étaient maudits? Non, bien sûr. Mais on ne peut pas nier leur malchance assez inédite. Une malchance qui finalement trouve son origine dans l'affaire de la Tour de Nesle. Et oui, puisque les 3 mariages qu'avait prévu Philippe le Bel pour assurer sa descendance ont été d'un coup balayés. 3 épouses accusées, dont 2 révoquées du trône, 2 fils qui doivent donc se remarier assez rapidement pour espérer avoir un héritier mâle à une époque où la mortalité infantile est très forte. Et oui, mâle, car si Philippe n'avait pas instauré la loi salique à son avantage, qui sait laquelle des filles capétiennes aurait pu permettre la conservation de la lignée. Bref, cette histoire est tellement fascinante et rocambolesque qu'il n'y a rien d'étonnant à ce que beaucoup d'artistes s'en soient inspirés pour créer la légende des rois maudits, comme le fameux Maurice Druon. J'espère en tout cas que mon récit des rois maudits vous aura plu, après une longue absence de ma part due à des petites vacances. Si vous voulez en savoir plus et creuser un peu plus le sujet, vous pouvez aller découvrir le travail de Christelle Bazouba-Loubet, qui a été le socle de cet épisode. Merci en tout cas pour votre écoute et je vous retrouve à très bientôt pour de nouvelles histoires de passé sanglant.